Marseille a été sélectionnée sur une mission européenne des 100 villes décarbonées par la Commission le 27 avril 2022. La Commission européenne a lancé en 2020 cette mission qui consiste à sélectionner 100 villes en Europe, les accompagner financièrement et également dans le cadre d'une expertise avec des climatologues pour que ces 100 villes tendent vers une neutralité carbone en 2030 et deviennent des villes pilotes en mettant en avant des solutions notamment techniques susceptibles d'émerger à l'échelle européenne. Bien évidemment, lorsque Marseille a voulu candidater sur ce projet-là, beaucoup se sont étonnés en disant mais comment une ville qui est en queue de peloton en matière de transition écologique peut avoir l'ambition d'être sélectionnée. C'est vrai que c'était audacieux, mais en même temps, la Commission avait bien conscience que sélectionner uniquement des villes du nord de l'Europe qui avaient déjà bien amorcé leur transition écologique, ça n'avait pas de sens parce que ce n'étaient pas des villes qui pouvaient être des villes pilotes pour l'échelle européenne. C'est vrai que si Marseille réussit une neutralité carbone en 2030, on peut imaginer que toute l'Europe réussisse sa neutralité carbone en 2050. Là, ça devient intéressant. En tout cas, c'est comme ça que Bruxelles a retenu, enfin c'est dans cet état d'esprit la candidature de cette ville. D'abord, évidemment, on est en lien avec Bruxelles. La situation géographique de Marseille était un point qui, pour eux, a été un point fort, le fait que ce soit un port tourné vers la Méditerranée. Elle souhaite, Bruxelles, que Marseille puisse, grâce à son port et à ses relations commerciales avec la Méditerranée, faire émerger des solutions technologiques qui sont susceptibles d'être répliquées dans toute la Méditerranée. Nous sommes dans un délai très restreint, puisque nous avons jusqu'à encore 2 mois et demi, 3 mois pour finaliser notre contrat ville climatique, mais ce qu'on nous demande, c'est d'identifier, de répertorier et d'identifier toutes les initiatives des acteurs privés qui ont vocation à décarboner notre territoire. Une fois qu'on les a identifiés, voir comment les projets pertinents peuvent intégrer notre contrat ville climatique. Mais sinon, je voulais aussi rebondir, quand on parle de port du futur, on a beaucoup parlé aujourd'hui de technologie, de réglementation. Je pense que le port du futur s'en passe aussi par faire un petit pas de côté, prendre un peu de hauteur. Et en termes d'approche, et ça a été dit, vous l'avez dit juste avant, et par pas mal d'autres personnes aujourd'hui, c'est-à-dire quand on parle de transition énergétique, de transition écologique dans le milieu maritime, c'est d'avoir une approche un peu holistique du sujet et ne pas se limiter au périmètre portuaire. Voilà, tu as pris, Paul, l'exemple des bus d'excursion, des croisières. Effectivement, aujourd'hui, on a parlé de la qualité de l'air et on a beaucoup fait le focus sur les navires, mais l'activité croisière, ce ne sont pas que des navires qui viennent à quai, ce sont des visiteurs qui viennent des 4 coins du monde, qui se déversent sur le territoire, qui vont se déplacer, qui vont consommer. Donc je pense que le port du futur, c'est un port qui va avoir une vision holistique du sujet et prendre un peu de hauteur pour réduire les impacts des activités maritimes en général. Et puis je pense aussi que le port du futur, ça peut être aussi un collectif d'acteurs qui va oser avoir une approche régionale. Pourquoi ? Pour équilibrer les impacts finalement sur le territoire, qu'ils soient positifs ou négatifs, les équilibrer, les lisser, mieux les répartir. Donc ça, on le voit, ça existe déjà. Ça a été pas mal initié en Italie, en Belgique, on le voit même aussi en France avec Aropa. Le projet du grand port maritimo-fluvial dans le sud de la France, peut-être demain. Je pense que ça aussi, c'est le port de demain. Et puis aussi, peut-être, quelque chose qui est important, le port de demain, c'est peut-être le port qui retrouvera ou qui saura retrouver sa place dans la cité. En fait, historiquement, les ports ont une place prépondérante. Sauf qu'aujourd'hui, je pense que on peut peut-être imaginer que ça peut s'expliquer par l'organisation opérationnelle des ports. Les ports sont fermés, on est derrière des grandes barrières. Donc je pense que ça participe finalement à une espèce de fantasme qu'il peut y avoir autour des activités maritimes. Donc je pense que pour le port de demain, il y a un enjeu à ouvrir le port et permettre au port de reprendre sa place dans la cité. Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité de régulation ? Alors certains disent régulation, ça veut dire quota, etc. Donc on accueille tant de navires par jour ou par semaine ou par mois et puis on arrête.
Nous, notre position, c'est de dire, voilà, on a entendu tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. Le quota, c'est simplement, est-ce que ces navires respectent effectivement tous ces engagements qu'on a donnés? Et puis ceux qui ne respectent pas, effectivement, il n'y a pas de place pour les accueillir. Et c'est une forme de régulation. Et ça, je pense qu'il faut à un moment donné oser le dire. La question aussi du transfert terrestre de toutes les marchandises qu'on accepte par la mer. Alors bon, c'est un des combats sur lesquels je suis très, très présent, sur la question du ferroviaire, du fluvial. On avait des réunions préparatoires par rapport effectivement à la concertation qui aura lieu sur Maurepiane, où on apprend qu'effectivement tout ce qu'on imagine comme ferroviaire à l'intérieur des emprises du port, ce sera avec des locomotives diesel. Bon, là, on sent bien qu'il y a un temps d'arrêt par rapport à tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. Les Richtstacker, pour charger des wagons, c'est pareil. Pour l'instant, on n'a pas de solution. Nous a-t-on dit aujourd'hui. Les pilotines, pareil, on ne trouve pas de solution au niveau mondial, apparemment. Trouvons ces solutions aussi, parce qu'effectivement, c'est l'ensemble effectivement de cet écosystème qui doit aussi se mettre dans cette logique de révolution ou de transition éco-énergétique, comme on l'a dit aujourd'hui. En 2019, la Surfrider a contacté un programme nord-américain, un programme de certification environnementale qui s'appelle Green Marine. Green Marine, c'est une société établie à Québec. Je salue d'ailleurs nos amis québécois par la même occasion. En août 2019, la Surfrider a signé un contrat de licence pour développer le programme en Europe. Nous voici avec un gros bébé, Green Marine Europe. Alors, les objectifs de Green Marine Europe, c'est de guider l'industrie maritime vers l'excellence environnementale en encourageant les entreprises maritimes à adopter des actions concrètes et mesurables. Qui dit port du futur, pour nous, dit port plus propre, d'une certaine manière. Qui dit port propre, dit infrastructure verte, acteurs plus vertueux, un ensemble d'acteurs engagés dans une transition énergétique et une gestion durable qui surfent vers un même objectif, réduire notre empreinte environnementale, amorcer une rupture pour protéger, sauvegarder et mettre en valeur les océans.